Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Dans la première partie, vous avez dû le comprendre, nous sommes dans un nouveau studio pour des raisons de travaux, bien entendu dans le studio officiel des Grandes Gueules. Vous l'avez compris certainement dès le début de cette émission. L'émission continue donc, nous sommes dans la deuxième partie. Vous nous écoutez sur Fraternité FM du côté de Mamou, sur Espace Kindia dans la capitale des agrumes, mais aussi du côté de Cancan. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Le président Alpha Condé sera investi demain pour un troisième mandat à la tête de la Guinée. La cérémonie qui aura lieu au palais Mohamed V devrait recevoir une dizaine de délégations de chefs d'État, de grands noms parmi ceux qui annoncent leur participation, mais également de grands parmi les absents, le Sénégalais Macky Sall, le Nigérien Mamadou Bouhari, le Gambien Adama Barrow et le Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko Embalo, dont la position par rapport à la candidature du chef d'État était déjà connue et pourrait ne pas être là. Le président guinéen s'engage-t-il pour un mandat en ayant conscience de ses oppositions dans la sous-région? Comment cette attitude des chefs d'État est perçue au plan local? Tour à tour ce matin, nous donnons la parole à Baouri. Il est le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée et Dr Dansa Kourma, président du Conseil national des organisations de la société civile. Et bien entendu, nous allons parler de cette manifestation des femmes prévue donc ce lundi. Si tout va bien, nous joindrons l'une d'elles pour nous parler de l'objectif de cette manifestation. Mais vous le savez, cette émission interactive, vos réactions comptent. Nous allons donc lire quelques tweets qui nous sont parvenus. Vladimir Poutine donc qui s'est battu pour nous les envoyer. Nous partons avec Sékou Cheikh Diakité. L'absence de certains chefs d'État à l'investiture du PRAC, notamment celle du président Embalo, n'est pas un fait du hasard, car ce dernier aurait payé le prix de sa farouche opposition à ses projets de troisième mandat, tant en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Hashtag Espace GG. Nous partons avec nous parlons avec un deuxième tweeto, donc Maurice Kourouma. Bonjour les GG, qu'ils nous disent ce qui n'a pas marché pour l'aboutissement de ce projet de 6000 stages directs. Comment ce jeune peut avoir le courage de passer à la RTG avec un faux projet? Et j'ai déposé mes dossiers dans les couloirs de la primature avec 10 documents. Hashtag Espace GG. Ibou Diallo qui nous écrit également. Bonjour Yadia, heureux de voir Mafoudia après Nabaya Gate. Voilà un autre faux projet, comme ils sont nombreux dans ce pays. Ce porteur lui-même n'a pas d'emploi, n'a pas d'emploi garanti. Comment il peut en trouver pour d'autres? Trafic d'influence ou escroquerie, hashtag Espace GG. Nous partons avec Jean Moussa, le philosophe. Bonjour les grandes gueules, je pense que ce projet mérite des éclaircissements. Je ne sais pas pourquoi ce projet tarde à être exécuté. Il faut concrétiser les paroles, il ne faut pas encore vendre de l'illusion aux Guinéens. C'est Jean Moussa, le philosophe, qui nous écrit donc sur Twitter. Mohamed, le politologue. Bonjour les GG. Le népotisme, le clientélisme gangrène l'administration guinéenne. C'est vraiment déplorable. L'équipe de la primature guinéenne doit s'expliquer pour éclairer la lanterne des gens. C'est vraiment triste. Nous partons avec Saïkoumar Bolé. Bonjour les GG. Je pense que quand on fait la promotion de la médiocrité dans un pays, voilà les résultats que ça donne. Des centaines de jeunes et même la RTG arnaquée par un jeune portant un faux projet. Mais de toutes les façons, la primature nous doit des explications. C'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs avec Shérif de Washington dans la première partie de cette émission. Nous partons avec Cissé Bakongo. Bonjour les GG. Je ne suis pas étonné que cette affaire, car elle peut être aussi une manœuvre de la primature pour entuber
la jeunesse qui n'a aucun espoir qu'on nous dise la vérité. Accordons la présomption d'innocence à ce monsieur. La corruption a fini avec ce pays. My God, #espace GG. Nous partons avec cet autre, c'est Kerry Malcolm X. Le socle de ce régime, c'est aussi l'arnaque et la corruption à tous les niveaux. Le Premier ministre nous doit des explications beaucoup plus plausibles. Il le dit, Kerry Malcolm X. Diallo Ali Dalal qui nous écrit également: bonjour les GG, il faut que les Guinéens apprennent à croire, à croire et à éviter d'anticiper les choses quand on leur propose un projet, qu'ils laissent celui-ci aller jusqu'au bout avant de réagir. Dites à Ahmed d'éviter les injures dans son intervention. #espace GG. Nous partons avec Almami Diop, MPDG. Bonjour, ce qui me rend perplexe avec cette affaire de 6000 stages promis, il veut dire par la primature soi-disant, c'est qu'en l'espace d'1 mois, le nom de Kassori soit présent dans 2 scandales, le Nabaya Gate et les 6000 stages. À ce rythme, va-t-il être reconduit comme PM? Il s'interroge. Nous continuons donc avec cet autre tuto. Soirée Mamadou Saliou. Bonjour, moi personnellement, je ne crois pas à ce projet car ayant consulté la page Facebook de la primature, je n'ai vu aucune info concernant ce projet. Vous pouvez comprendre car nous sommes à l'ère du numérique, l'espoir de la jeunesse en Guinée est biaisé. Nous continuons avec vos réactions toujours sur Twitter. Sekou Cheikh Diakité, si toutefois l'État est incapable d'offrir de l'emploi à cette jeunesse tant désespérée, qu'il soit en mesure d'assurer sa protection contre l'arnaque de ses proches, sans quoi on risque de les classer dans le même panier. De passage, welcome to you, Maf. Voilà. On souhaite bon retour à Mafoudi Bangoura dans cette émission. Nous partons avec un autre, Abdul Simili. Bonjour les GG, il y a trop de mamaya dans ce gouvernement, un PM qui n'est pas au courant d'une affaire concernant la primature, c'est de l'amateurisme total de la part de Kassori. La tête de Kassori et celle de bien de personnes doivent sauter. Bon, ça c'est votre réaction. Faut pas mettre du cœur dans ce que vous faites. Peuple frustré qui nous écrit également, ce dernier, dans cette histoire de recrutement de 6000 stagiaires, plus on fouille, plus on découvre des casseroles mal lavées. Cette énième histoire relance le débat sur l'authenticité des projets institutionnels dans notre pays. Soyons sérieux, un temps soit peu. On va partir sur cette autre plateforme pour prendre d'autres sons de cloche, bien entendu. Alpha Moussaya Makadiabi, un habitué de cette émission qui nous écrit: bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. Pour l'investiture d'un président de la République, on invite les amis de ce pays selon les contextes et les circonstances. On n'invite pas ses ennemis. Dès ce soir, les amis de la Guinée vont commencer à rallier Conakry. Bonne fête au peuple de Guinée. Alpha Moussaya Makadiabi qui nous écrit, suivi de Sinani. Bonjour à l'équipe des GG. Manifester le jour de l'investiture du chef de l'État est un acte de provocation de dernier degré par le FNDC. Welcome, Mafoudia. Les mots de bienvenue qui ne finissent pas à l'endroit de Mafoudia. Donc, nous partons avec cet autre, Abou Poutine Banco. Je pense que même si c'était un faux projet, constatant l'engouement et la mobilisation des jeunes à ce projet, le PM devrait rendre ce projet une réalité. Comment a-t-il eu ce bureau à la primature, veut-il dire? Nous partons avec Macky Dar es Salaam. Bonjour, c'est Macky Dar es Salaam. Le régime actuel est le plus corrompu de toute l'histoire guinéenne, mais il faut signaler que l'État a engagé plusieurs RPGistes à la fonction publique. Certains n'ont même pas fini les études. Il suffit d'avoir un parent dans le gouvernement et être RPGiste. Dommage, dit-il. Nous allons donc continuer cette émission. Comment on appelle Antoine Kourouma, il y a quand même Sekouba Mara, le directeur général de l'AGIB, qui reconnaît qu'il y a eu quand même qui a reçu ce courrier, cette lettre qui a référé le jeune vers l'AGIB. Vous l'avez eu avant la pause. Oui, c'est Daouda Mohamed qui l'a eu et il souhaite intervenir également dans cette émission Les Grandes Gueules. On constate largement qu'il y a
de l'intérêt suscité autour de ce sujet. Et la primature qui a voulu intervenir, qui est intervenue par l'entremise de shérif de Washington. Et à l'instant, il y a la GIP qui va intervenir également. J'ai envie d'entendre la GIP sur son attitude vis-à-vis de ce projet. Est-ce qu'ils ont accompagné le projet? Quelle a été leur posture face au jeune Fodé Moussa, qui tout de même est soutenu par beaucoup de jeunes militants du RPG Arc-en-Ciel? Je constate des publications de photos ou d'images de lui très proche de Kassori. C'est pas un projet hasardeux. Non, c'est ce que je dis. On constate... C'est pas sorti de nulle part. On constate la proximité entre le jeune et le Premier ministre. Attendez, voilà, nous avons Sekouba Mara en direct. Il est le directeur général de l'AGIB. Bonjour, monsieur Mara. L'AGIB. Bonjour. Allez-y, Daouda Mohamed. Merci, Sekouba Mara, d'avoir accepté d'intervenir ce matin dans les GG. Ce projet, il est porté par Fodé Moussa Silla, mais certes, avec le nom de la primature derrière. Et Shérif Washington nous apprend que les services compétents de l'État, notamment la GIP, auraient été saisis de ce projet. Qu'en a-t-il été? Alors, merci tout le monde, merci à vos millions d'auditeurs. Je voudrais d'entrée dire que la GIP n'a pas été directement saisie par courrier. Monsieur le Premier ministre a saisi Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi et de référent qui a orienté le courrier à la GIP qui semble être le service dédié pour ces genres de questions, notamment liées au stage. De l'autre côté, je voulais clarifier pour dire que si la primature dit sans défendre personnes qui ne sont pas au courant, je le mets dans le sens qu'on a été demandé, nous, le service technique, de remonter, après avoir reçu le jeune, nos avis sur la question pour que la primature se positionne. Donc ce travail-là n'a pas été abouti, je vous dirai pourquoi, et j'estime que c'est en cela la primature dit qu'elle n'est pas au courant. Je vous lis le deuxième paragraphe du courrier du Premier ministre. Comme le dit le porteur du projet, ce système permettra de doter les sortants du système universitaire des rudiments administratifs pouvant les aider à s'inscrire dans le monde professionnel. Il termine pour dire « Je vous prie d'accorder à cette présente initiative une attention particulière et me rendre compte des dispositions qu'elle pourrait vous inspirer. » Donc vous comprendrez que le Premier ministre a reçu un jeune porteur de projet guinéen qu'il a référé auprès des services compétents et il nous revenait en tant qu'AGIP d'instruire et de recevoir le monsieur pour voir quelle réponse à donner au courrier de monsieur le Premier ministre. Personnellement, dès que j'ai reçu le document, je suis rentré en contact avec M. Fodé Moussa. Nous avons échangé, j'ai parlé du courrier. Il ne semblait pas adhérer aux argumentaires que j'ai développés. J'ai souhaité qu'il me rencontre pour qu'on en parle. Il n'a pas voulu sur le coup. Et je suis allé dans les documents parce que, figurez-vous, il y avait des projets de décret, des projets de la création d'un EPA pour la circonstance et tout. Donc, le monsieur se voyait à la tête d'une structure qui serait créée et moi, je lui faisais comprendre qu'il y a des structures qui existaient. Je lui ai parlé des projets similaires qu'on a pour l'accompagnement. Oui? Vous nous entendez? Je vous entends. Okay. Allez-y, Ahmed. Voilà. Monsieur Mara, connaissant le fonctionnement de l'État, vous êtes en train de nous dire que le courrier qui vous a été envoyé est somme toute un courrier normal d'un Premier ministre ou des services du Premier ministre qui répondent à un projet, tout simplement. C'est un fonctionnement normal de l'État. C'est un fonctionnement normal. Moi, je comprends que le jeune a eu une initiative, il a saisi la primature et la primature a servi les services compétents et il nous demande même de lui dire ce que ceci nous inspire. Donc, c'est tout à fait normal que le Premier ministre nous saisisse de ces questions-là en lui remontant à nous de recevoir les porteurs de projets, comprendre et documenter, en faire un courrier. Et comme le jeune n'a pas voulu nous rencontrer, j'ai cherché, j'ai vérifié dans les documents, il y a un certain M. Malik Tidiane Touré qui est dans le document. J'ai cherché un jeune M. Malik. Dès que je me suis présenté, que j'ai parlé du projet, il a aussi été demandé de le rencontrer. Je me suis déplacé pour la primature parce que figurez-vous que ce projet-là me concerne au premier chef. Je me suis déplacé à la primature et j'ai présenté les projets et activités qu'on a similaires à ce qu'ils ont comme projet. Et je l'ai dit qu'il y a un EPA qui existe. Je l'ai dit qu'il y a aussi des dispositifs qui existent pour l'accompagnement et que le jeune pouvait même vous approcher et suivre ceci avec nous pour qu'on travaille les mains dans les mains. Monsieur Malik, Science Tenante, a instruit aux jeunes de me rencontrer. Ce qu'il a fait, et je l'ai présenté encore ce qu'on fait dans mon bureau, et depuis qu'il a quitté ce jour-là, je ne l'ai plus revu.
Voilà. D'accord. Alors, vous voulez dire, M. Mara, que toute cette communication de M. Sylla, il faut juste dire qu'il est allé vite en besogne et qu'il y avait encore du travail à faire pour pouvoir, avant de vendre ce projet. Il les a court-circuités. C'est clair pour moi, parce que le courrier que j'ai reçu, c'est pourquoi aujourd'hui la primature dit que il n'y a pas ces dispositifs-là à la primature, parce que, en tout cas, je ne connais pas pour les autres services, le ministère de la Jeunesse ou d'autres structures, mais c'est que le ministère de l'Enseignement technique a réussi, qui a été orienté à l'AGIP, figurez-vous bien, depuis novembre 2019, à instruire ce document. Je suis allé à la rencontre de M. Malik, à la rencontre du monsieur. Finalement, j'ai compris qu'il n'avait pas la volonté de se mettre dans le dispositif de l'État qui existe. Il était dans son dispositif de créer une structure liée à ceci. Et moi, je n'ai pas eu plus d'éléments pour répondre au courrier de M. le Premier ministre. Et c'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il a continué sur son chemin. Je ne sais pas par quelle autre voie, en tout cas pas avec l'AGIP. Aujourd'hui, on apprend encore que le projet continue, mais nous, on n'a pas d'informations en plus. Allez-y, Antoine. Nous apprenons que Fodé Mohamed Sylla a été mis aux arrêts. Vous nous expliquez, comment est-ce que vous comprenez d'abord son attitude par rapport au fait qu'il vous a mis à l'écart? Et on apprend également que les postulants ont versé des montants pour être retenus en tant que stagiaires. En effet, il y a deux volets. Moi, je me dis que tout étudiant diplômé doit savoir les services compétents de l'État auxquels il faut s'adresser pour se faire accompagner. Il y a des projets et activités que beaucoup d'autres structures comme l'AGIP essayent de mettre en œuvre pour l'accompagnement des diplômés. Le minimum pour un diplômé, c'est de savoir vers qui exactement m'adresser et qui est qui. Alors, de l'autre côté, c'est vrai qu'en communiquant ainsi au nom de la primature, on suscite de l'engouement et car derrière, il peut y avoir des problèmes. C'est en cela moi, je calcule le fait que la primature se trouve, si vous voulez, entachée par rapport au comportement du monsieur qu'il est aux arrêts. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas comment tout ceci se passe. Je suis directeur de l'AGIP, j'ai reçu un courrier de mon ministre venant de la primature que je devrais instruire, dont l'instruction n'est pas allée à terme. J'ai rencontré M. Malik, j'ai rencontré le monsieur, on a eu des échanges. Sa volonté est restée de soutenir son projet. Et moi, je n'avais pas plus d'éléments pour répondre à M. le Premier ministre. Et c'est pourquoi j'estime que le projet n'existe pas pour l'AGIP. Dernière question, allez-y. Est-ce que, à la suite du courrier du Premier ministre, après avoir rencontré le jeune homme, est-ce que vous avez émis un quelconque avis qui soit favorable ou défavorable à la continuité ou la continuation du projet vis-à-vis de la primature? En gros, est-ce que vous avez répondu à la demande du Premier ministre? L'avis était défavorable à mon avis, parce qu'il y avait dans les dossiers la création d'un EPA. Il y a un EPA qui existe, où il y a des EPA même ou des structures qui existent, des directions nationales qui existent, qui gèrent ces questions-là. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments. C'est tout un pile de dossiers qu'il a monté. Et donc, on est allé élément par élément pour lui dire, sur le projet, vous voulez accompagner 6 000, les mettre dans l'administration. Nous, depuis le temps de monsieur le ministre Damanta, il y a le projet PPC, Programme Première Chance. Je l'ai expliqué le contenu qui permet d'envoyer les primo-demandeurs de l'emploi auprès des administrations des structures. Et nous-mêmes, on paye des primes de stage. Je l'ai expliqué tout ceci. Après, je l'ai dit qu'on a le projet Banque mondiale dans sa composante de ITU, de l'éducation à l'emploi, qui accompagne les porteurs, les jeunes en stage. Et c'est même l'AGIP, à travers la banque, qui paye les primes de stage aux jeunes. Je dis donc, il y a les dispositifs qui sont là. 6 000, c'est trop. Il faut affiner tout ça là. On pourra les reverser dans ce qui existe pour ne pas dupliquer des structures. Il n'y a pas ce que je n'ai pas expliqué. Mais après, comme il ne trouvait pas son compte, depuis qu'il est parti, on ne l'a pas revu. Pour moi, ce projet n'existe pas sur le volet administratif. Et maintenant, si ça rebondit quelque part d'autre, je pense que c'est notre attitude qui fait qu'il a continué. Aujourd'hui, la chose est là. Sekouba Mara, directeur général de l'AGIB, peut-être pour terminer, une question qui n'a rien à voir avec peut-être le sujet des 6 000. Vous avez expliqué quelque chose d'hyper intéressant qui pourrait intéresser les jeunes diplômés sans emploi. Vous avez parlé de stage. Comment est-ce que vous vulgarisez ces questions-là? Parce que beaucoup de jeunes ne sont pas informés, d'où l'affluence vers ce projet qui a été notamment lancé par ce jeune qui est arrêté aujourd'hui. Comment les jeunes peuvent-ils accéder à ces stages dont vous parlez? Moussa Yerou, il y a un volet qu'il faut expliquer d'abord. Il existe des chômeurs, il existe des jointifs. Quand tu es diplômé et que tu restes à la maison et que tu ne cherches pas à aller vers des structures compétentes de l'État pour t'accompagner et chercher même à toi-même savoir qui fait quoi, tu serais
si tu veux, coupable de ton sort d'être chômeur, même s'il nous revient que la communication... Faudrait-il que les jeunes sachent qu'il y a telle ou telle structure qui existe? J'en viens. Monsieur Marat, attendez. Non, Monsieur Marat, on s'écoute, Ahmed. Monsieur Marat, attendez, je pose une question, madame Yoro. J'ai posé une question, il n'a pas répondu. Je voudrais juste poser une question. Allez-y. Merci. Je peux continuer? Non, attendez, ce que je voudrais vous demander, parce que vous ne pouvez pas quand même accuser une partie de la jeunesse de ne pas s'orienter, etc. Encore faudrait-il que vous, service de l'État, vous communiquiez de manière à informer les jeunes qu'il y a telle et telle structure existante au sein de l'État pour qu'ils puissent s'orienter. C'est aussi votre devoir que de le faire. Voilà, vous avez marché sur ma langue. Je disais alors, même si nous revenons à travers une bonne communication, de faire savoir à la majorité des jeunes qui souhaitent avoir un stage, un accompagnement, qu'on existe et qu'on est là. Je vous dis, depuis que je suis à la tête de l'AGIT et donc depuis le temps du ministre Damantan, nous avons une base de données de plus de 40 000 jeunes qui sont accompagnés tout au long des années et pour lesquels on essaye de trouver soit un emploi, soit un stage, soit une formation. Peut-être que c'est l'occasion que vous nous prêtez. Encore une fois, les diplômés ont un certain nombre de services de l'État qui sont là à les accompagner. Vous avez l'AGETIP, vous avez le FONIS, vous avez la Direction nationale de l'emploi jeune au ministère de la Jeunesse, vous avez même l'APIP, en fonction de ce qu'ils veulent faire comme activité, que ce soit entrepreneurial ou salarial, il y a bien de structures qui sont là et officielles, dotées de moyens et budgets pour les accompagner conséquemment. Donc je voudrais peut-être passer ce message-là, encore une fois leur dire qu'on demeure à leur disposition, mais que sur ce projet, c'est pas affiné et c'est pas fini. Le Premier ministre a demandé de le recevoir et de voir ce qu'il faut. Et il a fait les démarches jusqu'en chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être honnête de le dire, que la primature a tout à fait raison de ne pas reconnaître ce projet. Après, comment il s'est retrouvé où et par quelle relation, je suis pas responsable. Bien. Monsieur Sekouba Mara, directeur général de l'AGIP, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce dossier. Nous continuons donc cette émission avec cette autre actualité, bien entendu, avec le président Alpha Condé qui sera investi demain. Les questions qu'on se pose, notamment, il y a des personnes qui viendront, mais d'autres qui ne seront pas là. On a posé la question. Il y a un auditeur qui disait tout à l'heure que c'est les amis de la Guinée qui ont été invités par les ennemis d'Aouda Mohamed. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Au-delà des amis de la Guinée, ce sont les amis quand même d'Alpha Condé qui l'invitent. Et déjà, on sait la position d'Ambalo, notamment de Macky Sall et par rapport au troisième mandat. Mamadou Issoufou, on sait déjà leur position. Mamadou Bouhari. Mamadou Issoufou même, Mamadou Issoufou du Niger. Et on a vu ces différentes sorties, même Bouhari. Et si aujourd'hui ils ont reçu des courriers d'invitation ou pas, moi, en tout cas, je ne m'étonne pas de leur absence à l'investiture du président de la République. Mais il faut déjà rappeler que, je ne sais pas pour tous, mais il y en a quand même parmi ces grands absents au rendez-vous de Conakry qui sont attendus du côté de Abidjan. Alors, qu'on dise qu'Alpha Condé s'est inscrit dans une dynamique de troisième mandat. Alors qu'on parle de troisième mandat dans tous les deux pays. En Côte d'Ivoire et en Guinée, qu'il ne veuille pas venir en Guinée parce que Alpha Condé est dans un troisième mandat, qu'il veuille aller en Côte d'Ivoire parce que Ouattara, son 3, c'est 1+1, et Alpha Condé, son 3, c'est 2+1. C'est incompréhensible. Et lorsque vous vous mettez dans une dynamique, lorsque vous voulez défendre une idée, défendez l'idée dans toute son intégralité que de faire du favoritisme. Du 2 poids 2 mesures. Du 2 poids 2 mesures, et que vous vouliez que les gens comprennent un peu la pertinence de votre combat. Je crois qu'aujourd'hui, pour toute personne, pour tout citoyen réfléchi, qui voit cette attitude qu'un Ambalo, par exemple, un Macky Sall, qui dit ne pas venir à l'investiture de la Guinée, je vais dire de Alpha Condé, parce qu'il est dans un troisième mandat, et qu'il... C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il a été invité? Non, j'ai dit... C'est la question qu'il faut se poser. Il ne peut pas s'inviter. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai bien dit, j'ai dit courrier reçu ou pas. C'est une question que... Il ne peut pas s'inviter, même s'il est opposé, par exemple, à cette question. Daouda, permettez, même s'il est opposé à la question du troisième mandat, peut-être que si on l'invitait pour une question de cohabitation, de bon voisinage, il aurait pu venir. On a des informations que sa ministre des Affaires étrangères sera en Guinée.
Bien. On a ces informations. Est-ce qu'elles sont... Donc, il y a eu invitation. Est-ce qu'elle est avérée ou pas, que ce soit sa ministre des Affaires étrangères qui vienne se remplacer Macky Sall et qu'on veuille... Non, parce qu'on en débat. Voilà pourquoi on le dit. Sinon, on pouvait ne pas en parler. Mais si on en parle, c'est parce qu'on connaît un peu les précédents, les antécédents, je vais dire, entre Alpha Condé, Macky Sall, Alpha Condé, Ambalo, Alpha Condé, Boari et même Mamadou Issoufou sur la question du troisième mandat. Mais entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est 3, et je ne trouve pas qu'on veuille embellir un 3 et laisser un l'autre. 3 et laisser l'autre quand même. On va essayer de joindre Bahouri, président de l'UDRG, justement, comme invité de parcours, pour nous parler un peu de sa position, Antoine Kourouma, par rapport à cette investiture. L'organisation de cette investiture. On a vu hier le porte-parole de la commission d'organisation, Abakar Silla, qui pendant 30 minutes, tout seul, tentait tant bien que mal d'expliquer ce qui allait se passer demain mardi. Ça aurait été plus beau de voir en face de lui un journaliste qui lui pose des questions pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. J'ai vu un ministre répéter à tout moment par rapport à ce qui allait se passer. Par endroit, on va organiser des cérémonies, des citoyens sont appelés à manifester pour accueillir les chefs d'État qui arrivent, nos hôtes. À d'autres endroits, on demande aux gens d'observer les mesures de barrières sanitaires par rapport au coronavirus. Il y a d'autres, c'est normal, au RPG Arc-en-Ciel au siège, il y a un dispositif qui est mis en place pour que les gens puissent suivre cette investiture. De l'autre côté, ce qu'il faut noter par rapport aux chefs d'État qui viennent, il y en a 12 au total, il faut le rappeler, et ceux qui ne viennent pas, j'ai écouté le protocole à la présidence Senkoun Kaba qui disait qu'il y a des invitations qui ont été adressées à tous les chefs d'État. Ceux qui sont désireux de venir viendront. Ceux qui ne le veulent pas ne viendront pas. On va essayer d'écouter la position de M. Bahouri, président de l'UDRG. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour, M. Ba. Bonjour, Moussa. Bienvenue chez les Grandes Gueules. J'espère que ça va. Oui, ça va très bien. Alors, ok, du courage. Merci. Alpha Condé sera investi pour la 3e fois consécutive demain. Et beaucoup de chefs d'État de la sous-région et même de l'Afrique sont attendus. Quelques-uns, Ambalo, Macky Sall, Mamadou Issoufou Boari, ne seront pas au rendez-vous de Conakry. Quelle analyse vous faites de cette attitude? Vous savez, la question du 3e mandat est une question qui a divisé et qui continue de diviser l'espace ouest-africain. Et de ce point de vue, les chefs d'État qui sont dans une logique de maintien de la légalité constitutionnelle, à savoir le maintien des 2 mandats, ont du mal à être présents à Conakry, vu le contexte dans lequel ce 3e mandat est obtenu dans notre pays. Mais ils peuvent être aussi à Abidjan. Certains sont annoncés à Abidjan, alors que c'est 3, quand même 3. Bon, vous savez, ce n'est pas l'arithmétique qui compte. C'est la démarche juridique et la démarche constitutionnelle. Vous savez que par rapport à Abidjan, c'est dans une logique d'un consensus que le référendum a eu lieu et un changement constitutionnel en bonne et due forme a été acté par l'écrasante majorité de la classe politique ivoirienne. Par contre, oui? Monsieur Ba, est-ce que vous êtes en train vraiment de dire ce que votre cœur veut que vous disiez? Parce que là, lorsque vous parlez du cas de la Côte d'Ivoire, on a suivi cette actualité et même aujourd'hui, quand vous posez la question à l'opposition ivoirienne, elle dira la même chose que l'opposition guinéenne dit sur Alpha Condé. C'est la même chose qu'ils diront sur Ouattara. Et on a même vu, M. Ba, pour compléter la question de Daouda Mohamed, M. Alassane Ouattara, qui à un moment donné, avant la mort de Gon Coulibaly, qui disait qu'il fallait céder le pouvoir à une plus jeune génération. Il est revenu sur cette décision à la dernière minute. Bon, je rends hommage à mon ami Feu Amadou Gon Coulibaly. C'est dommage qu'ils disparaissent de manière tragique, mais il faut avoir une lecture juridique avant tout, avant d'aller dans un positionnement politique. La question de la Côte d'Ivoire est dans le même sillage que la question de M. Wade Ablaye lorsqu'il s'est présenté dans une logique de 3e mandat. Au Sénégal,
la classe politique sénégalaise s'est bien structurée, s'est bien organisée pour battre Maître Abdoulaye Wade. Or, en Guinée, laissez-moi continuer, en Guinée, notre constitution a été ficelée de telle manière qu'il y a des dispositions d'intangibilité qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et de ce point de vue, les dispositions de la Constitution de 2010 ont été purement et simplement mises de côté par la Cour constitutionnelle en dépit des dispositions juridiques de l'Union africaine qui disaient si vous utilisez des instruments juridiques pour enfreindre l'alternance démocratique, vous avez fait un coup d'État. Et de ce point de vue, la nature de la situation constitutionnelle de la Guinée, c'est une nature qui n'est pas en conformité avec les règles de droit, ce qui peut ne pas être le cas pour la Côte d'Ivoire ou là-bas. Monsieur Baouri, ce débat, on l'a. Excusez-moi, c'est la parole de l'investiture. Mais moi, je suis perdu. Monsieur Ba, oui. Vous nous entendez? Je vous entends. Allez-y, Mafoudi. S'il te plaît, Antoine voudrait bien qu'on évolue sur l'investiture de demain, mais je suis perdu quant à l'explication que vous essayez de donner par rapport à la situation en Côte d'Ivoire, juridique ou politique, mais quand même, on a un président qui, au début, a dit ne pas vouloir tenter un 3e mandat, mais même si donc Koulibaly passe, il y a d'autres Ivoiriens à qui il pouvait donner la chance. Le plus important, c'était de permettre cette transition démocratique. Comment, à ce stade, vous pouvez comprendre juridiquement ou politiquement ce qui s'est passé là-bas et pas ici? Juridiquement, la question ivoirienne est juridiquement totalement différente de la question guinéenne. Politiquement, lorsque vous donnez votre parole, il faut la respecter jusqu'au bout. C'est à ce niveau-là que politiquement, M. Ouattara s'est mis du mauvais côté du processus politique en Afrique de l'Ouest en allant en faisant prospérer un 3e mandat. Ça, c'est une vision politique. Mais sur le plan juridique, qui est le socle sur lequel une Cour constitutionnelle doit se prononcer, comme les États-Unis l'ont fait, ils ont dit, là, en Côte d'Ivoire, ils se rangent derrière la position de la Cour constitutionnelle. Et beaucoup de pays se sont rangés derrière cela parce que juridiquement, ils n'avaient pas d'argument pour dire autre chose. Mais politiquement, Monsieur Baouri, on va évoluer dans cette émission. De la Côte d'Ivoire, la transmission du pouvoir à des éléments plus jeunes aurait dû conforter dans une dynamique de réconciliation nationale d'aller dans le sens du maintien strict et sensu de la règle des 2 mandats. Bien. Alors qu'en Guinée, on est allé en force avec des méthodes qui sont féroces, avec beaucoup de sang versé pour faire imposer un 3e mandat. Il faut avoir une lecture Monsieur Baouri, institutionnelle pour comprendre la différence du positionnement des dirigeants par rapport à la Côte d'Ivoire et par rapport à la Guinée. Voilà, Monsieur Baouri, la réinvestiture d'Alpha Condé a lieu dans un contexte... L'investiture. C'est une 3e investiture. Antoine, voilà, on dit re-investiture. La 3e réinvestiture d'Alpha Condé a lieu dans un contexte de crise que vous connaissez. Demain, les opposants auxquels vous appartenez demandent à manifester dans la rue. Alpha Condé sera investi avec des chefs d'État attendus. De quel œil percevez-vous tout ce qui se passe autour de l'investiture d'Alpha Condé? Moi, je considère que ce qui va se passer demain est une faillite collective parce que depuis l'indépendance, nous voulons des alternances démocratiques apaisées. Nous voulons que le processus... Monsieur Baouri, que nous venons de perdre malheureusement, mais Monsieur Baouri, président donc de l'UDRG, il répondait à nos questions. Mafoudia, vous l'avez écouté. Oui, le temps qu'on puisse le joindre de nouveau ou je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas, c'est cette explication juridique qu'il essaie d'apporter à la candidature de Ouattara. Juridico-politique, je ne sais pas. C'était la même, si on veut, c'est un peu le même sentiment que j'ai eu après les félicitations de Macron pour Ouattara et les trucs. Oui, je peux bien comprendre, mais je veux bien qu'on se comprenne aussi. Ce dont on parle, c'est cette transition démocratique qu'on demande aux chefs d'État.
africains. Certes, Gon Koulibaly est parti. Certes, il y a des problèmes au sein de son parti. Il y a des Ivoiriens. Ce qu'on demande au président, c'est de permettre que, après ces présidents, qu'on puisse aller de façon très démocratique vers d'autres gestions, des gestions d'autres pays. C'est pourquoi je ne comprends pas cette... Je suis désolé pour ta génération. Avant que je te donne la parole, Ahmed, on va essayer de joindre Dansa Kourouma parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La régie, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, pour avoir l'autre son de cloche en écoutant bien entendu un acteur de la société civile parce qu'on écoutait un politique tout à l'heure. Alors rapidement, ce sur quoi je veux terminer, c'est par rapport à ces présidents qui viennent ou qui ne viendront pas. Je suis sûr que l'invitation a été envoyée à toutes les nations parce que logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui peuvent venir, c'est comme ça qu'un État normal fonctionne. Maintenant, pour moi, le plus important à ce stade, parce que cette investiture, on peut le faire en petit comité ou en grand, ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, mais pour moi, le plus important, c'est ce que les Guinéens auront après cette investiture. Déjà, on est fatigué, on a dû se battre pour ne pas que le président soit là. Il est là. On a dû se battre pour l'organisation des élections. Il a gagné. On a dû se battre pendant la proclamation. Il a été confirmé. Aujourd'hui, ce qu'on demande au président, c'est de nous sortir de ce débat de qui viendra, qui aime la Guinée, qui n'aime pas la Guinée. Aimons-nous nous d'abord. C'est pas le président. Non. Souvent, j'aime bien dire le président. Souvent, j'aime bien dire le président. On ne peut pas l'accuser de tous les mots non plus. Je ne l'accuse pas. Mais il y a ce leadership qui voudrait qu'on mette les gens sur un chemin. Mais il y a la avant qu'on ne puisse joindre, avant qu'on ne puisse appeler Mafoudi, avant qu'on ne puisse appeler Dansa Kourouma, M. Baouri est de retour. Ah, pour un monologue ou il va nous laisser poser des questions? M. Baouri, c'est vrai que vous parliez de cette constitution, changement ou pas changement. Maintenant, aujourd'hui, le contexte. Monsieur Bam, vous nous entendez? Oui, je vous entends. On voudrait parler du contexte politique actuel. Aujourd'hui, il y a les femmes qui manifestent dans la commune de Ratoma, notamment par rapport à toutes les exactions qu'il y a eu de ce côté. Mais il y a le FNDC, l'ANAD, l'UFDG qui décident également de manifester les 14 et 15 pendant l'investiture du président Alpha Condé. Comment vous analysez tout ceci? Bon, il faut voir les choses doublement. Premièrement, il y a des partis qui étaient du FNDC qui ont participé au processus présidentiel. En sachant bel et bien, malgré nos reproches, malgré nos recommandations, qu'ils n'avaient aucune chance de la manière dont les choses s'organisaient de pouvoir dire qu'ils ont gagné. Et de ce point de vue, ça a causé des drames, des tragédies et la cohésion nationale a été fortement entamée. Ceux-là ont dit qu'ils portent plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle les a déboutés. Donc, il faut qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. Par rapport au FNDC, nous n'avons pas participé à ce processus politique parce que nous avons dit que ce serait conforter, disons, l'impunité et conforter la logique d'un troisième mandat. Donc, je ne vois pas pourquoi le FNDC s'impliquerait et considérerait cette journée comme une journée de manifestation. Nous avons beaucoup plus à faire dans un contexte où la population est fatiguée. La population veut beaucoup plus se reconstruire. Il y a des personnes emprisonnées, il y a des personnes qui sont en deuil. Nous devons considérer cela avec humanité et trouver de nouvelles voies d'action pour permettre dans la durée de changer l'ordre politique dans notre pays en faisant en sorte que la vie et la sécurité de l'écrasante majorité de la population soient préservées. Ça aussi, ça fait partie de la politique. Il ne faut pas agir par orgueil, il faut agir en conformité avec une certaine dose d'humanisme, sans pour autant dire qu'il faut coûte que coûte manifester. Et si vous manifestez, il y a des gens qui en profitent pour arrêter des gens, pour les escroquer, pour tirer sur des populations civiles. Tout le monde en a assez de cette méthode. Dernière question, Antoine. Dernière question, M. Baouri. Il y a eu ces rumeurs comme quoi Baouri était disposé à prendre part à cette investiture s'il était invité. Est-ce que vous le confirmez ce matin dans les grandes gueules? Moi, j'ai dit et je répète. Malheureusement, vous savez, il y a certains qui émergent dans d'autres officines politiciens pour dénaturer ce que les gens disent. Moi, j'ai dit tout ce qui peut permettre aujourd'hui à ce que les citoyens emprisonnés, notamment les leaders qui sont emprisonnés
et tous les 300 et 400 et quelques personnes qui sont en prison. Si le président fait un geste significatif pour libérer les Ousmane Gawa, les Chérif Ba, les Fonike Mangué et d'autres, et les centaines qui sont emprisonnés avant l'investiture, je pourrais me dire que ça, c'est un geste d'apaisement. Donc, on pourrait considérer la question sous une autre figure. Mais puisque tel n'est pas le cas, alors ça ne change pas ma position. Monsieur Ba, comment entrevoyez-vous le combat après l'investiture du chef de l'État? Parce que vous êtes du FNDC, vous vous êtes battu pour ne pas qu'il y ait changement constitutionnel. Ça a été fait. Vous vous êtes battu pour ne pas qu'il y ait ce troisième mandat. On est à ce troisième mandat finalement. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pensez que vous pourrez changer quelque chose? Parce qu'on a l'impression que nous revenons à la case départ. Le président Feu Lansana Conté, c'était comme ça à son époque. Les opposants ont tout fait pour essayer de régler la situation. Ils n'y sont pas parvenus. Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer grand-chose à l'avenir? Le changement est en marche en Guinée. Il faut en être convaincu. Maintenant, la manière dont ce changement pourrait venir, nul ne sait comment les circonstances vont se dessiner. Mais en tant que politique, en tant que personne aimant la Guinée, aimant le peuple guinéen, je souhaite que cela se fasse avec intelligence, qui puisse préserver la cohésion nationale, le vivre ensemble et la sécurité de tous. C'est la raison pour laquelle il y a des hommes politiques pour réfléchir, pour décider, pour proposer. Et il y a des propositions de sortie de crise que nous avons formulées qui nécessitent une organisation, d'une concertation nationale de l'ensemble des forces vives pour se poser la question pourquoi la Guinée n'arrive pas à aller de l'avant et quels sont les moyens et les méthodes qu'il faut mettre en place pour que dans un bref bout de temps, que nous ayons une feuille de route permettant de rassembler les Guinéens sur la base d'un consensus très large pour que cela s'impose aussi bien à ceux qui dirigent qu'à ceux qui sont opposés pour que la Guinée s'en sorte. C'est dans ce sens-là qu'il faut évoluer parce que si on ne le fait pas, la Guinée risque de sombrer encore davantage aux grandes dames des populations qui sont excessivement fatiguées, excessivement traumatisées. Des gens n'arrivent même plus à se construire leur vie. Des quartiers sont assiégés uniquement parce que quelques poignées de gens veulent coûte que coûte terroriser pour dire nous sommes là, c'est nous qui dirigeons, nous faisons ce que bon nous semble. Et je dis que cette méthode ne marchera pas parce que le peuple finira toujours par vaincre. Monsieur Mamadou Riba, président de l'UDRG, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous salue et du courage. Le combat continue. Merci. On a écouté Baouri, le temps de joindre rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps dans sa Kourouma pour avoir sa version des faits. Ahmed Kourouma. Écoutez, un meeting, c'est bien, je suis content. J'avais juste envie de dormir un peu au bout d'un moment parce que ça devenait soporifique. Bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Là, non, mais je dis ce que je pense. Oui. Je dis ce que je pense. Désolé, je dis ce que je pense. Bref, pour revenir à l'investiture, moi, j'ai l'impression que tout le monde y met... Vous savez, c'est comme une mauvaise salade composée dans laquelle chacun viendrait piocher une tomate farcie par-là, une salade bien dégueulasse par-ci. Revenons à l'essentiel. La démocratie ne souffre d'aucun compromis. C'est des valeurs. Et ces valeurs, on ne les négocie pas en fonction de ces petites assiettes ou de ces petits intérêts. Quand j'entends M. Baouri, lorsque j'entends d'autres, et d'ailleurs à l'international, quand je vois M. Macron qui vient de décerner quand même la Légion d'honneur à M. Sisi, j'ai l'impression que voilà, tout le monde vient, picore, fait sa petite sauce et puis en fonction de ses petits ou grands intérêts, adoube, approuve ou désapprouve. Nous avons docteur Antoine Kourouma. Antoine, on a un autre Kourouma à l'antenne, c'est docteur Dansa Kourouma. Bonjour docteur Dansa. Bonjour la sœur Yero, bonjour à tous les chroniqueurs et auditeurs. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Daouda. Question, on l'a posée tout à l'heure à Baouri. C'est bien la présence de certains chefs d'État africains et l'absence d'autres à l'investiture du président Alpha Condé, notamment Ambalo, qu'on ne verra pas qu'on a créé à cette investiture, mais aussi Macky Sall. On nous apprend que c'est sa ministre des Affaires étrangères qui vient. D'abord, quelle lecture vous faites de cette prise de position continue? Merci beaucoup. Cette actualité, nous la vivons depuis 2 ans, ces 2 dernières années.
le débat sur la limitation du nombre de mandats est revenu comme belle, comme on était au début des années 90. En réalité, la position de M. Ambalo, parce que pour parler de ça, est claire. Alors, le professeur Alpha Condé, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Daouda Mohamed, il a invité ses amis, mais aussi les amis de la Guinée, selon la conception diplomatique actuelle. Donc, personnellement, je ne suis pas surpris de l'absence du président Ambalo et de Macky Sall, parce qu'en réalité, la situation était si compliquée, si difficile à cerner sur le plan politique, que beaucoup de chefs d'État africains et européens sont tombés dans une sorte d'ironie contradictoire par rapport à la gestion du problème guinéen et du problème ivoirien, qui a montré personnellement, selon ma perception, une sorte d'incohérence dans la géopolitique africaine, surtout de l'Afrique de l'Ouest francophone, ces derniers moments. Donc, personnellement, je ne suis pas surpris qu'Ambalo soit absent, parce qu'il a pris fait et cause pour un candidat à l'élection présidentielle en Guinée, même si après il a pris position contre le troisième mandat, ce qui est important. Mais son allégeance au président Alassane Ouattara prouve à suffisance que les raisons fondamentales de son opposition à Alpha Condé n'étaient pas des raisons rationnelles, mais c'est des raisons de convenance personnelle. Bien. Alors, Monsieur Kourouma, ce qui me semble plus important, c'est aujourd'hui l'avenir de la Guinée par les Guinéens. Aujourd'hui, le président Alpha Condé a une troisième possibilité de faire quelque chose pour le pays. Pensez-vous qu'il est à mesure d'être un autre président qu'on ne connaît pas et un autre président qui puisse vraiment régler les problèmes qu'il n'a pas pu régler en 10 ans? D'abord, je dirais oui et non, parce qu'en réalité, le président Alpha Condé est pris en otage par un système politique qu'il a trouvé en place et qu'il n'a pas pu combattre. Donc, ce système est devenu si coriace que c'est lui qui conduit les chefs d'État eux-mêmes. Donc, je ne suis pas, je dirais oui, parce qu'il a fait son mea culpa. Lui-même, il a compris que la corruption a eu raison sur une bonne gestion vertueuse de l'État. Lui-même, il a compris que les droits de l'homme ont fait un grand recul en arrière. Lui-même, il a compris que les Guinéens sont toujours à l'attente. C'est pas nouveau. En 10 ans, vous pensez que c'est maintenant qu'il se rend compte que cette réalité existait dans notre pays? Et, ma sœur, la politique, elle est très complexe. Vous convenez avec moi, il le savait avant de prendre le pouvoir, mais en exerçant le pouvoir, il s'est peut-être rendu compte. Mais deuxièmement, la demande sociale, bien que les efforts significatifs ont été consentis, le président Alpha Condé, je dis, des efforts ont été consentis, la demande sociale reste encore brûlante, coriace et d'ailleurs inconsolable. Alors, d'après vous, concrètement, qu'est-ce que le président de la République peut faire face à tout ce que vous venez d'énumérer, le système qui est devenu très coriace? Qu'est-ce qui s'offre à lui concrètement pour sortir les Guinéens de cette situation? D'abord, il doit choisir par quel bout rentrer dans l'histoire de la Guinée, soit rentrer par la grande porte ou par la petite porte. Et rentrer par la grande porte, ça sous-entend, il doit démanteler ce système qui empêche les Guinéens de s'aimer, de se donner les mains et de travailler ensemble. Oui, c'est possible. Parce que pour moi, je fais partie, je ne sais pas si les autres Kourouma qui sont dans le studio sont comme moi. Moi, je ne crois pas, à l'impossible. Moi, je ne crois pas à l'impossible. Je pense que tout est possible. Absolument. Si on a la foi en Dieu et que si on respecte les lois de la nature et les lois de la République. Moi, je pense que le président Alpha Condé, vu son âge, vu son histoire, ça peut être un autre président qui mettra le pied dans le plat, comme il sait le faire sur le plan politique, mais qu'il soit en mesure de s'entourer par des hommes et des femmes capables de lire l'histoire de la Guinée par un regard patriotique, par un regard citoyen, par un regard responsable, et non des petits affairistes qui ont de soucis que de se maintenir dans les privilèges. Il a la capacité de choisir avec sérénité. Je pense qu'il peut être un autre président. Mais en réalité, il ne faut pas faire porter toute la responsabilité de la descente aux enfers de la Guinée par le seul président.
l'élite politique guinéenne en a contribué de la plus belle manière à décrédibiliser le pays, à déstructurer l'État, mais surtout à mettre en faillite les institutions. Donc ce travail-là doit être une prise de conscience collective, surtout de l'élite politique et surtout de la population guinéenne, qui doit exiger de nouvelles offres politiques au président Alpha Condé. Exact. Dans ça, oui. Quand tu dis que, effectivement, tu viens de mettre l'accent sur quelque chose qui est important, le peuple de Guinée doit exiger une autre politique et d'autres hommes politiques, je suis absolument d'accord avec toi. Cela étant, pour parfaire la question de MAF, quelles sont, à ton avis, ces marges de manœuvre aujourd'hui? Est-il limité justement par le système? Et deuxième question rapide, je crois que, est-ce que tu penses comme il n'a plus rien à perdre, est-ce que tu ne penses pas que le président de la République devrait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière justement de ce système? C'est-à-dire le violer pratiquement. Exactement, c'est mon point de vue d'ailleurs, tu l'as dit dans un français plus clair, moi je suis médecin. Je ne maîtrise pas très bien la langue de Molière. Non, tu es docteur, excuse-moi. Ce que je voulais vous dire, le président Alpha Condé a à se battre contre le système. Le système est composé d'hommes, de pratiques, mais aussi de lois. Des lois qui sont aujourd'hui contre la société. Donc ça demande des réformes impitoyables, audacieuses. La deuxième chose, il faut qu'il se situe de manière très claire et visible dans quelle portion de l'histoire il voudrait rentrer. Donc je propose aujourd'hui en termes de défis, je vais résumer en 4 seulement. Rapidement, docteur Dansa. C'est le défi de l'unité nationale. Et il faut que le président Alpha Condé comprenne que quelle que soit la majorité qui lui a permis d'être aux affaires, quelle que soit la chance politique qu'il a eue pour pouvoir briguer un autre mandat, il doit comprendre qu'il ne peut pas gouverner seul. Donc je conseille qu'il soit un bon gagnant, un gagnant qui soit capable de gagner avec humilité et qui soit capable de puiser dans les ressources nationales, surtout les ressources humaines, l'ensemble des potentiels d'abord qui peuvent rassurer les Guinéens, mais aussi qui peuvent être des patriotes pour l'aider à s'attaquer au système. Le deuxième défi qui me semble être important, c'est un défi de réforme démocratique. Aujourd'hui, la plupart des institutions sont en faillite en Guinée. Les institutions publiques et républicaines méritent des réformes profondes. Alors, il faut que les Guinéens aient peur de la loi et qu'ils aient peur de Dieu, qu'on accepte de préparer pour les nouvelles générations un pays qui repose sur une base solide, des institutions solides, un pays qui respecte la loi, un pays où les citoyens se respectent. 3, qui me semble être important aussi, le président Alpha Condé a l'obligation historique de transformer qualitativement et de répondre aux préoccupations des Guinéens. Je parle de préoccupations qui sont quotidiennes, même si les efforts sont faits pour l'électricité. Écoutez, les panneaux solaires qui ont été installés dans les communes rurales pour le deuxième mandat de 2015, 90% se sont éteints. Alors, deuxième chose, c'est l'énergie renouvelable. Rapidement, docteur Dansa, on est obligé de rendre l'antenne. Je résume enfin la question fondamentale de la lutte contre la corruption. Il faut que le président Alpha Condé comprenne, tant que durera l'impunité face aux fossoyeurs de l'économie nationale, la prospérité guinéenne ne profitera jamais aux Guinéens. Voilà. Docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. À moi de vous remercier. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire en ce lundi. Merci à tous de votre fidélité. Merci à l'équipe de la régie. Je veux parler de Vladimir Poutine qui s'est battu pour nous faire parvenir les tweets. Merci à Mafata Sano, à Awal. Je suis en train de mélanger tout. On est dans un nouveau studio. J'espère que vous allez le comprendre. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout dans le monde. Nous revenons demain, bien entendu, avec d'autres sujets d'actualité pour les décrypter pour vous. Restez connectés au programme de Radio Espace et aussi d'Espace TV. À demain pour de nouvelles aventures.